Leaving Balmoral was never easy, but then it never has been. And that was just as bad when I was leaving as a child. Le rassemblement de Braemar aurait dû être un symbole solennel d'unité et de respect. Mais il est devenu un foyer de suspicion et de division. Alors que le Royaume-Uni pleurait la disparition de la duchesse de Kent, l'atmosphère était déjà lourde de chagrin, chaque détail étant amplifié par l'examen public. Dans ce contexte, le choix de Camilla d'une robe bleu sarcelle éclatante et d'un chapeau à plumes blanches n'était pas seulement un choix de mode, mais une rupture dans le tissu du deuil. La foule s'attendait au noir, l'uniforme intemporel du respect, mais elle a eu droit à un spectacle. Les murmures ont parcouru les tribunes comme un courant électrique se propageant rapidement parmi la foule silencieuse des observateurs vêtus de noir. Pour beaucoup, ce geste traduisait davantage la défiance que le respect, et les photos immortalisant la scène ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux à une vitesse fulgurante. Anne, éternelle gardienne de la tradition, sentit sa fureur s'aiguiser en observant la scène depuis le premier rang. Elle savait combien la crédibilité de la monarchie était fragile et combien chaque geste avait désormais une résonance politique. Sa colère ne provenait pas seulement de la tenue vestimentaire, mais de ce qu'elle symbolisait. Lorsque les images de Camilla hochant la tête en direction d'un député écossais séparatiste firent surface, la suspicion devint une certitude aux yeux du public. Les commentateurs en ligne armés de preuves pixelisées transformèrent la mode en accusation. La plume n'était plus un ornement, mais un symbole prétendument lié aux causes séparatistes. À une époque où les récits en ligne se fichent en vérité perçue, avant que les institutions ne puissent réagir, cela suffisait à déclencher un tollé. Cette réaction reflète la manière dont le public mondial interprète désormais chaque faux pas à travers le prisme de la politique. Selon des analystes cités par Reuters et DW, les familles royales européennes subissent une pression croissante pour justifier leur existence, leurs gestes symboliques étant scrutés comme s'il s'agissait d'actes d'État. La tenue de Camilla est donc devenue plus qu'une simple entorse à l'étiquette, elle a été interprétée comme un message codé. Ces derniers mois, les débats sur la monarchie et le nationalisme ont éclaté non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Espagne et en Belgique, où les mouvements séparatistes exploitent les symboles culturels pour défendre leur cause. La monarchie britannique, déjà mise à rude épreuve par les débats sur sa pertinence au XXIe siècle, pouvait difficilement se permettre de telles ambiguïtés. Charles sentait la tempête monter même s'il tentait une défense fragile. Son insistance sur le fait que la tenue de Camilla honorait la culture écossaise sonnait creux face à la vague d'indignation grandissante. En réalité, son hésitation reflétait sa propre dualité de roi tiraillé entre loyauté personnelle et devoir public. La presse britannique soulignait que les dirigeants sont de plus en plus jugés non pas sur leur vertu personnelle, mais sur leur capacité à gérer la perception. Dans ce cas précis, la perception était fatale. Lorsque les tabloïds ont publié des titres mettant en doute la loyauté de Camilla, les dégâts s'étaient déjà profonds et Charles semblait paralysé. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. La Grande-Bretagne reste sous pression économique avec une hausse du coût de la vie et des interrogations sur le fardeau financier de la monarchie. La frustration de l'opinion publique s'est traduite par une vigilance accrue quant au comportement de la famille royale. L'inconduite perçue de Camilla s'est ainsi heurtée à un ressentiment plus large, amplifiant le scandale. Les commentateurs de DW ont noté que même au sein des bastions conservateurs, les rumeurs se faisaient de plus en plus fortes quant à la possibilité que la monarchie perde sa pertinence si elle ne parvient pas à maintenir sa dignité en temps de crise. Dans ce contexte, l'indignation d'Anne s'apparentait moins à une aversion personnelle qu'à un instinct de survie de l'institution elle-même. Les parallèles avec la politique moderne sont frappants. Tout comme les hommes politiques n'avouent leurs paroles et leur tenue disséquée à la recherche de messages cachés, la monarchie est scrutée de la même manière. Le chapeau à plumes de Camilla était peut-être innocent, mais les spéculations en ligne l'ont redéfini. Et en politique comme dans la royauté, la perception l'emporte souvent sur l'intention. Des théories ont circulé selon lesquelles elle aurait délibérément suscité la controverse pour témoigner sa sympathie pour l'Écosse, ou pire qu'elle aurait été compromise par l'influence séparatiste. Les analystes de Jane's Defense Weekly ont récemment souligné le rôle décisif des récits et du symbolisme dans la formation des identités géopolitiques, et là encore, la monarchie s'est trouvée instrumentalisée par la rumeur. L'instinct d'Anne l'incitait à agir. Contrairement à Charles, elle ne vacilla pas. Pour elle, la monarchie était plus grande que les sentiments et toute menace, aussi faible soit-elle, exigeait une confrontation. Elle exigea des enquêtes discrètes s'appuyant sur des alliés de confiance, sachant que le silence ne ferait qu'enhardir les soupçons. Pourtant, même elle ne parvint pas à contenir le feu des spéculations qui déferla sur les tabloïds et les forums en ligne. La monarchie façonnait autrefois les récits par son faste et ses apparitions soigneusement mises en scène, mais à l'ère du numérique, elle réagit constamment aux récits forgés ailleurs. L'atmosphère du palais reflétait cette tension. Les salles, autrefois emplies d'un chagrin feutré, étaient désormais teintées de suspicion. Les conversations devinrent prudentes et la confiance s'amenuisa.
Charles se retira davantage dans le silence incapable de choisir entre amour et devoir. Camilla se réfugia dans des explications policées insistant sur le fait que sa tenue était un geste de respect. Mais les explications ne servent à rien lorsque la confiance est déjà rompue. Le regard d'Anne froid et inflexible portait le poids de siècles de survie royale. Pour elle, la sentimentalité n'avait pas sa place lorsque le trône lui-même tremblait sous les regards scrutateurs. Le décor était donc planté, une famille divisée, un public indigné, et une monarchie prise dans la tourmente médiatique moderne. Ce qui avait commencé comme une question de couleur et de plume était devenu une question de loyauté et de survie. Camilla était-elle naïve, manipulée dans un jeu dangereux, ou était-elle assez téméraire pour risquer la dignité de la couronne au détriment de sa propre position ? La question restait sans réponse tandis que le chagrin laissait place au scandale et à la suspicion. La colère d'Anne n'était pas une réaction passagère à une tenue mal choisie. C'était l'aboutissement d'années passées à observer Camilla entrer dans le cercle royal avec une audace qui confinait souvent à la défiance. À Braemar, au milieu d'une nation en deuil, cette audace se transforma en quelque chose de plus dangereux. La robe bleu canard et le chapeau à plumes devinrent des paratonnerres d'indignation publique, et aux yeux d'Anne, ils révélèrent des failles plus profondes qui menaçaient de saper la fragile crédibilité de la monarchie. Alors que Charles était tiraillé entre amour et devoir, le regard de sa sœur se durcit et se transforma en conviction. Pour elle, la monarchie ne pouvait se permettre de symboles susceptibles d'être interprétés comme une trahison. La tempête sur les réseaux sociaux s'intensifiait d'heure en heure. Les plateformes se remplissaient d'images retouchées de légendes spéculatives et de hashtags remettant en question la loyauté de la reine consort. Des commentateurs influents se sont emparés de l'affaire, établissant des parallèles avec des épisodes historiques où des monarques ont perdu le pouvoir non pas par rébellion ouverte mais par érosion de la confiance. Les analystes de la BBC ont remarqué que dans le climat politique actuel même, l'ombre d'une sympathie pour les causes séparatistes a un poids extraordinaire. La photo virale de Camilla faisant un signe de tête au député écossais a été rediffusée à l'infini décontextualisée, érigée en preuve. Peu importait que la plume corresponde réellement à un emblème séparatiste. L'opinion publique avait déjà tranché. Cette escalade reflétait des changements politiques plus larges à l'échelle mondiale. Reuters a récemment souligné comment des gestes anodins de personnalités publiques peuvent dégénérer en controverses majeures une fois amplifiées par les plateformes numériques. La monarchie, institution imprégnée de cérémonies et de symbolisme, est particulièrement vulnérable à cette dynamique. Chaque plume, chaque couleur, chaque hochement de tête peut être décortiqué jusqu'à ce qu'on lui attribue un sens qu'il existe ou non. Dans ce cas précis, l'apparente indifférence de Camilla face à la tempête qui se préparait a été interprétée comme de l'arrogance. Son sourire et ses gestes de la main n'ont fait qu'accentuer le sentiment qu'elle était en décalage avec l'humeur d'une nation en deuil. Au palais, Charles luttait en silence. Il avait longtemps défendu Camilla contre les critiques, la présentant comme une partenaire qui avait renforcé son règne. Pourtant, cet épisode touchait au cœur de son autorité. Un monarque doit incarner l'unité et non la division. Face aux spéculations, Charles semblait indécis, ses hésitations alimentant les critiques selon lesquelles il plaçait sa loyauté personnelle au-dessus du devoir national. Le poids des attentes pesait sur lui rappelant que les rois sont jugés non seulement sur leurs intentions, mais aussi sur leur capacité à gérer les crises. Les actions d'Anne contrastaient fortement avec celles de son père. Son instinct aiguisé par des décennies de service lui faisait considérer l'hésitation comme dangereuse. La monarchie, croyait-elle, devait agir avec détermination pour se préserver. Alors que la fureur s'intensifiait, elle commença à recueillir discrètement des informations déterminées à révéler toute la vérité. Pour Anne, les gestes de Camilla n'étaient pas des erreurs isolées, mais s'inscrivaient dans un schéma inquiétant. Sa détermination la mettait en conflit avec son frère et sa belle-sœur, mais elle était prête à risquer la confrontation pour protéger la couronne. Le contexte politique général a amplifié les enjeux. Le débat sur l'indépendance de l'Écosse, longtemps en gestation, a gagné en visibilité ces derniers mois. DW et Al Jazeera ont toutes deux fait état d'une frustration croissante à Édimbourg, les dirigeants pressant Londres d'obtenir des concessions et les électeurs de plus en plus ouverts à la séparation. Dans ce contexte, la vue de la reine consort dans une tenue évoquant le symbolisme séparatiste était incendiaire. Intentionnellement ou non, elle a offert aux séparatistes une victoire de propagande. Les analystes ont noté que les mouvements nationalistes se nourrissent souvent d'événements symboliques et cet incident en a offert un de manière spectaculaire. La confiance du public dans les institutions est fragile partout en Europe. La monarchie, autrefois pilier de stabilité, se retrouve aujourd'hui jugée selon les mêmes critères impitoyables que les gouvernements élus. Les détracteurs de la couronne ont profité du scandale pour remettre en question la pertinence du régime héréditaire dans une démocratie moderne. Le Daily Telegraph a averti que des erreurs répétées risquaient d'éroder le rôle de symbole unificateur de la monarchie.
Dans ce contexte, l'indignation d'Anne rejoignait les inquiétudes de nombreux Britanniques qui exigèrent des comptes. À mesure que la tempête s'intensifiait, le contraste entre Anne et Charles se faisait plus frappant. Il s'accrochait au silence, espérant que le tumulte s'apaiserait, tandis qu'elle cherchait la clarté, quitte à exposer des vérités dérangeantes. Sa quête de réponse n'était pas motivée par la malveillance, mais par la conviction que la survie exigeait la transparence. Si Camilla avait été manipulée ou trompée, il fallait le révéler. Si elle avait agi avec imprudence, il fallait en subir les conséquences. Le silence, croyait Anne, était synonyme de complicité. La tension monta dans les couloirs du palais, le personnel chuchotait, les conseillers se retiraient. Et chaque geste de la reine consort était scruté. Ce qui avait commencé comme une entorse à l'étiquette portait désormais le poids d'un scandale politique. Dans ce climat, la moindre découverte pouvait modifier l'équilibre des pouvoirs au sein de la famille royale. Anne se prépara à la confrontation, sa détermination renforcée par la conviction que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule voie possible. La monarchie avait déjà traversé des scandales, mais l'ère numérique rendait cette crise unique. Images et accusations se propageaient de plus vite que les déclarations officielles ne pouvaient y répondre. La confiance, une fois perdue, ne pouvait être rétablie par de simples décrets ou cérémonies. Alors que Camilla affrontait la suspicion et que Charles sombrait dans l'hésitation, Anne apparut comme la gardienne du devoir. Que ses actions préservent la monarchie ou la fracture davantage demeurait incertain, mais une réalité était devenue incontournable. Le scandale d'un seul chapeau avait révélé des fissures qui touchaient au cœur même de l'institution. Le scandale dépassa les murs du palais, se transformant en une tempête menaçant d'engloutir la monarchie entière. Ce qui avait commencé par des murmures dans les tribunes de Braemar dominait désormais les unes et les bulletins de télévision en Grande-Bretagne et à l'étranger. Les hashtags remettant en question la loyauté de Camilla se multipliaient sans cesse et les gros titres la présentaient comme une reine consort en crise. La presse décortiqua chacun de ses gestes, sa robe bleu canard repassée comme s'il s'agissait d'une preuve dans un procès. Il ne s'agissait plus d'une querelle familiale privée, mais d'une question d'identité nationale. La monarchie avait toujours misé sur le rituel et le symbolisme pour maintenir son aura, mais ici, le symbolisme était devenu toxique. Le rôle des réseaux sociaux ne saurait être surestimé. Les plateformes ont amplifié l'image du clin d'œil de Camilla aux députés séparatistes, la diffusant en boucle avec des commentaires qui vidaient de toute nuance. Des analystes interrogés par la BBC ont expliqué qu'à l'ère numérique, la confiance du public s'effondre sous le poids des perceptions, bien avant que les faits puissent être clarifiés. La désinformation se propage plus vite que les corrections et les rumeurs concernant le chapeau à plumes ont pris une ampleur inédite. Les utilisateurs ont publié des comparaisons côte à côte avec des insignes séparatistes les présentant comme des preuves irréfutables. Les forums en ligne ont durci l'histoire en un récit de trahison. Ce qui comptait n'était pas la vérité, mais la croyance, et la croyance échappait à l'emprise de la monarchie. Anne observait ces événements avec un malaise croissant. Pour elle, la monarchie était assiégée de l'intérieur comme de l'extérieur. Chaque nouveau titre accentuait la pression, chaque nouvelle spéculation minait sa crédibilité. Elle reconnaissait que le silence n'était plus une option. L'histoire avait montré avec quelle rapidité l'opinion publique pouvait changer de cap et combien les conséquences pouvaient être dévastatrices lorsque des symboles d'unité devenaient symboles de division. La survie de la monarchie dépendait d'une action décisive. Au palais, l'atmosphère passa du deuil à la suspicion. Les salles autrefois remplies de deuil résonnaient désormais de rumeurs de complot. La présence de Camilla, autrefois tolérée, devint une source de malaise parmi le personnel et les membres de sa famille. Même les gestes les plus simples, comme un signe de la main ou un sourire, étaient interprétés comme du scandale. Charles portait le poids de l'indécision, sa réticence à affronter sa femme perçue comme une faiblesse. Il incarnait le dilemme d'un roi pris entre loyauté personnelle et les exigences de son devoir. Son silence permit aux spéculations de s'intensifier et la détermination d'Anne à révéler la vérité se renforça. La découverte de lettres liant Camilla aux députés séparatistes jeta de l'huile sur le feu. Leur contenu ambigu mais suggestif laissait entrevoir des liens privés allant au-delà des simples gestes de politesse. Pour Anne, ces lettres confirmèrent ses soupçons. Pour Camilla, ce furent des preuves transformées en accusations. Charles se retrouva paralysé par ces documents, incapable de réconcilier la femme qu'il aimait avec les implications qui se présentaient à lui. La monarchie, longtemps experte dans l'élaboration de récits contrôlés, perdait le contrôle de son histoire. Au-delà du palais, les tensions politiques s'exacerbèrent. Des reportages de DW et d'Al Jazeera soulignèrent la montée du sentiment nationaliste en Écosse, les dirigeants étant enhardis par le scandale. Des personnalités publiques favorables à l'indépendance saisirent la controverse comme preuve que la monarchie ne pouvait représenter tous les Britanniques. Les protestations prirent de l'ampleur, alimentées par l'image d'une reine consort prétendument alliée aux séparatistes. L'incident de Braemar avait servi de cri de ralliement aux militants.
et le gouvernement londonien se retrouva sur la défensive. Ce qui aurait dû être un embarras familial était devenu une crise politique. L'intensité de la réaction fut amplifiée par le climat général de mécontentement. Les difficultés économiques, la hausse du coût de la vie et la défiance envers les institutions avaient déjà créé un terreau fertile pour l'indignation. Les privilèges financiers de la monarchie furent une fois de plus remis en question et la tenue de Camilla devint un symbole de détachement face aux difficultés rencontrées par les citoyens ordinaires. Les commentateurs du Guardian et de Reuters décrivirent le scandale comme une convergence de colère où les faux pas culturels se heurtaient aux griefs politiques. La monarchie n'était pas seulement critiquée pour les choix d'un individu, mais pour toute sa pertinence dans la Grande-Bretagne moderne. La réponse d'Anne fut méthodique. Elle chercha des preuves, fit appel à des confidents et envisagea les conséquences d'une révélation. Elle connaissait le risque de déstabiliser le règne de son frère, mais elle savait aussi le risque plus grand de laisser les soupçons perdurer. Elle croyait que la monarchie devait être perçue comme transparente et responsable même dans le secret des murs du palais. Par sa détermination, elle incarnait le rôle de gardienne prête à sacrifier l'harmonie pour survivre. La déflagration numérique ne montrait aucun signe d'essoufflement. De nouvelles théories apparaissaient chaque jour, chacune ajoutant de nouveaux soupçons à la réputation de Camilla. Les déclarations officielles de la monarchie ne parvinrent pas à apaiser la tempête qualifiée de manipulation par un public avide de scandales. Le sentiment de trahison continua de se propager, façonnant un récit qu'aucune cérémonie ni tradition ne pouvait totalement effacer. Camilla, autrefois posée et confiante, s'isola chez elle, chacun de ses actes étant teinté de méfiance. Charles, de plus en plus las, chercha refuge dans le silence. Anne, inébranlable, se prépara à la confrontation. À ce stade, la crise de la monarchie n'était plus une question de chapeau ou de robe. Il s'agissait de confiance de perception et de survie à une époque où les symboles peuvent déclencher des révolutions d'opinion. L'incident de Braemar avait révélé la vulnérabilité de l'institution face à l'examen minutieux de millions de personnes munies de smartphones et de soupçons. La question n'était plus de savoir si Camilla avait commis une erreur, mais si la monarchie pouvait en supporter les conséquences. Et à mesure que la quête de vérité d'Anne s'intensifiait, il devenait évident que le sort de la famille ne reposait pas sur les cérémonies, mais sur la capacité à affronter les soupçons. Derrière les portes closes du palais de Buckingham, la confrontation tant attendue par Anne eut enfin lieu. La collection croissante de documents de lettres et de photographies n'était plus un simple sujet d'observation. Elle était devenue la preuve du moins, à ses yeux, d'une dangereuse implication entre Camilla et des personnalités ouvertement opposées à la monarchie. Le palais imprégné de siècles de protocoles n'avait jamais été à l'abri des scandales, mais les enjeux semblaient particulièrement élevés. Chaque révélation risquait de confirmer ce que des millions de personnes soupçonnaient. Déjà, la confiance dans la maison royale ne pouvait plus être tenue pour acquise. La rencontre fut organisée en secret. Dans une salle tapissée de portraits d'ancêtres, ayant eux-mêmes affronté des crises de loyauté et de survie, Anne défendit sa cause. Elle exposa les preuves à Charles avec une détermination mesurée. Les photocopies de la correspondance avec le député séparatiste, les photographies floues prises à l'extérieur de l'église et les notes suggérant des communications secrètes formaient un récit trop troublant pour être ignoré. Charles étudia les papiers d'un œil las, chaque page plus lourde que la précédente. Pour un roi, encore en deuil de la duchesse de Kent, cette découverte était un poids cruel qui s'ajoutait à son fardeau. La réaction de Camilla était visiblement tendue. L'assurance dont elle avait fait preuve à Braemar céda la place à une vulnérabilité fragile. Son sang-froid vacilla sous le regard scrutateur de sa belle-sœur et la froide documentation qui semblait la lier à un adversaire politique. Elle parla de malentendus, de gestes culturels destinés à témoigner du respect de conversations déformées en insinuations. Pourtant, ces explications n'avaient guère de poids face aux photographies et aux échanges écrits qui suggéraient le contraire. Dans cette pièce, son insistance à ne rechercher qu'une acceptation ressemblait davantage à une supplication qu'à une défense. Cette tension reflétait une réalité plus vaste du pouvoir à l'ère moderne. L'autorité ne se mesure plus uniquement en titre ou en couronne, mais en crédibilité. Reuters et la BBC ont souligné comment les monarchies modernes à travers l'Europe ont survécu en s'adaptant aux exigences de transparence. Pourtant, en Grande-Bretagne, l'équilibre entre secret et responsabilité a toujours été précaire. Cet épisode a illustré la facilité avec laquelle la perception peut se transformer en méfiance. Charles, incapable d'écarter les preuves et refusant de condamner catégoriquement son épouse, incarnait la paralysie d'un monarque pris entre son amour personnel et les attentes du public. Anne, au contraire, rayonnait de clarté. Sa voix portait l'autorité de la tradition et la foi en la vocation supérieure de la monarchie. Elle affirmait clairement que laisser planer le doute était plus dommageable que n'importe quelle révélation scandaleuse. À ses yeux, le silence était synonyme de complicité.
La monarchie avait enduré guerres, abdications et divorces, mais sa survie avait toujours exigé une volonté d'affronter la vérité avec une honnêteté impitoyable. Pour Anne, les actes de Camilla, qu'ils soient naïfs ou délibérés, avaient mis la couronne en péril et elle était prête à affronter cette réalité. Le contexte politique général a amplifié l'urgence. Al Jazeera a rapporté que les dirigeants écossais avaient été revigorés par le scandale, le qualifiant de preuve d'une monarchie déconnectée du peuple. Jane's Defense Weekly a ajouté que les fractures symboliques au sommet de l'État britannique affaiblissaient la capacité du pays à projeter son unité dans un contexte de tensions internationales accrues. La monarchie avait toujours été une scène où la cohésion nationale se manifestait, mais cette fois, la performance était chancelante. La cause séparatiste n'avait pas besoin de prouver la culpabilité de Camilla, elle avait seulement besoin d'exploiter la perception de son compromis. Pour Camilla, l'humiliation fut profonde. Elle était entrée dans la monarchie avec une réputation déjà façonnée par des décennies de scepticisme public et elle avait travaillé sans relâche pour se forger une image de loyauté. Or cette image s'effritait à vue d'œil. Ses larmes lors de la rencontre privée n'avaient pas effacé ses doutes. Au contraire, elle les avait approfondis. La vulnérabilité pouvait susciter la sympathie dans un autre contexte, mais au sein de la famille royale, elle apparaissait comme une faiblesse. Chaque sanglot semblait confirmer qu'elle était dépassée par un jeu de perception et de pouvoir. La presse ne tarda pas à s'emparer des fuites qui suivirent. Les tabloïds suggérèrent le divorce, les grands journaux débattirent des implications constitutionnelles et les réseaux sociaux attisèrent les spéculations. Charles, autrefois figure d'une relative stabilité, semblait désormais en difficulté, son silence interprété comme une indécision. L'image de la monarchie soigneusement entretenue par le cérémonial et le spectacle avait été écornée par le scandale. Le préjudice n'était pas seulement personnel, il était institutionnel. La confiance du public était brisée et la reconstruire nécessiterait plus que des excuses ou des gestes symboliques. La détermination d'Anne ne fit que se renforcer. Elle comprit que la monarchie se trouvait à la croisée des chemins. Protéger entièrement Camilla risquait d'être accusée de corruption et d'hypocrisie. La dénoncer pleinement risquait de fracturer la famille et de déstabiliser le trône. Pourtant, dans le calcul d'Anne, la survie de l'institution l'emportait sur les liens personnels. La légitimité de la monarchie devait être préservée même au prix de souffrances personnelles. Ainsi, la confrontation privée n'apporta pas de solution, mais ouvrit plutôt des blessures plus profondes. Charles quitta la pièce, visiblement vieilli, la posture affaissée, sous un poids invisible. Camilla s'isola, ses larmes marquant l'effondrement de son sang-froid soigneusement préservé. Anne, plus calme que jamais, se tenait avec la certitude sombre de quelqu'un qui croyait avoir accompli son devoir aussi cruel fut-il. Hors des murs du palais, le public ne perçut que des fragments de cette confrontation, mais les faits étaient évidents. La confiance avait été ébranlée, la monarchie était vulnérable et chaque gros titre resserrait l'étau de la surveillance. La monarchie avait survécu au siècle en affichant une image de permanence de résistance aux crises. Pourtant, à cet instant précis même, cette résistance semblait fragile. Un simple chapeau, un simple geste était devenu le symbole de quelque chose de bien plus vaste, l'équilibre précaire entre tradition et modernité, secret et transparence, amour et devoir. La confrontation à huis clos ne concernait pas seulement Camilla, mais la question de savoir si la monarchie elle-même pouvait survivre à une époque où chaque action est enregistrée, décortiquée et instrumentalisée. Le palais tenta d'organiser une réconciliation, mais l'effort ressemblait davantage à une pièce de théâtre soigneusement chorégraphiée qu'à une véritable résolution. Après des semaines de tension, un sommet fut organisé au château de Windsor, un lieu chargé d'histoire, où les monarques avaient affronté leurs plus graves épreuves. L'atmosphère à l'intérieur était lourde d'attente de celles qui pressent contre les murs de pierre et persistent comme de l'encens. Camilla entra contrastant fortement avec son extravagance passée. Fini les tissus chatoyants et les couleurs provocantes. Elle portait du noir uni, les cheveux tirés en arrière avec une simplicité austère, ses mouvements mesurés et réfléchis. Chaque pas était conçu pour exprimer l'humilité. Les observateurs au sein de la famille percevaient le symbolisme. C'était un acte de contrition, un geste destiné à remettre les pendules à l'heure. Pourtant, la sincérité était plus difficile à évaluer. Pour Anne, qui observait avec un regard aiguisé par des semaines de suspicion, la transformation semblait superficielle. Les symboles avaient déjà trahi la monarchie, et elle ne se laisserait pas influencer par le tissu et la posture. Charles, assis en bout de table, scrutait la pièce du regard las d'un homme contraint de choisir entre des options impossibles. Son silence pesait plus lourd que les mots car il exprimait à la fois prudence et épuisement. La séance se déroula dans un silence tendu. Camilla parla doucement, reconnaissant ses erreurs, les qualifiant de malentendus culturels, des efforts mal interprétés sous le regard sévère du public. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait pas cherché à affaiblir la monarchie, mais que ses actions étaient nées d'une volonté de combler les divisions.
Ces mots, bien que soigneusement choisis, sonnaient un creux au souvenir des lettres, des photographies et des enregistrements. La famille royale écoutait le visage empreint de neutralité, chacun pesant sa contrition face aux dommages déjà causés. Hors des murs du palais, l'effervescence médiatique ne s'était pas apaisée. Les gros titres spéculaient sur des dissensions au sein de la famille et les sondages d'opinion montraient une baisse marquée de la confiance du public. Les commentateurs de la BBC et de Reuters suggéraient que la monarchie était confrontée à son plus grave défi en matière de réputation depuis la crise de l'abdication au XXe siècle. Les analystes avertissaient que même des fractures symboliques pourraient alimenter des troubles politiques en Écosse où les séparatistes étaient déjà enhardis par la controverse. La monarchie, institution conçue pour se tenir au-dessus de la politique, se retrouvait désormais entraînée au cœur d'un débat national. À l'intérieur, le sommet se concentra moins sur Camilla que sur la préservation de la fragile légitimité de la monarchie. Anne exprima le danger de laisser les perceptions s'exprimer sans contrôle. Elle souligna que la monarchie avait toujours survécu en incarnant l'unité et non la division. La tenue et les gestes de Camilla, intentionnels ou non, avaient violé ce principe. Sa critique était sévère mais ancrée dans la survie. D'autres membres de la famille acquiescèrent discrètement, conscients que leur position dépendait de la crédibilité du trône. La tension internationale n'a fait qu'aggraver la crise. Al Jazeera et des deux larrons ont souligné comment le scandale a alimenté des discours plus larges sur l'affaiblissement des institutions occidentales. La monarchie, longtemps présentée comme un symbole de continuité, semblait désormais vulnérable aux mêmes forces de méfiance qui minaient les gouvernements à travers l'Europe. Les mouvements séparatistes en Espagne et en Belgique ont cité le faux pas de Camilla comme la preuve que les familles royales étaient déconnectées. Le rôle symbolique d'unificateur de la monarchie s'effondrait sous le symbolisme même qu'elle avait autrefois maîtrisé. Charles tenta de trouver un juste milieu. Il ne déposa pas Camilla de son statut ni ne l'absout. Au contraire, il la plaça sous une surveillance discrète mais implacable, indiquant à la famille et au public que sa loyauté se mesurerait à l'acte. Cette décision reflétait à la fois son angoisse personnelle et son devoir royal. Exiler sa femme briserait irrémédiablement la famille. Ignorer la controverse éroderait la monarchie. Son compromis laissa Camilla diminuée mais non détruite, contrainte à la pénitence devant sa famille et sa nation. L'isolement de Camilla s'accentua. Sa présence autrefois assurée lors des événements publics était désormais atténuée. Chaque apparition était teintée de scepticisme, chacune de ses tenues étant passée au crible pour en extraire une signification cachée. Le bleu sarcelle vibrant qui l'avait autrefois ébloui fut remplacé par des tons neutres qui semblaient destinés à effacer sa personnalité. Pourtant, ce changement ne parvint guère à restaurer la confiance. Aux yeux du public, elle était devenue un symbole d'erreur, un rappel de la fragilité de la crédibilité de la monarchie. Anne, quant à elle, restait vigilante. Elle comprenait que le sommet n'avait pas résolu la crise, mais seulement l'avait interrompue. La survie de la monarchie dépendait non seulement des paroles prononcées à Windsor, mais aussi des actes accomplis dans la sphère publique. Elle résolut de continuer à veiller, non pas en sœur, mais en gardienne de l'institution. Sa présence aux côtés de Camilla lors des cérémonies était délibérée un rappel visuel que les protecteurs de la monarchie veillaient toujours. La fragile réconciliation tenait bon, mais sa fragilité était évidente. L'image d'Anne et Camilla déposant une gerbe devant le portrait de la duchesse de Kent circula largement, atténuant quelque peu la colère. L'espace d'un instant, la monarchie parut unie. Pourtant, sous la surface, la suspicion persistait comme une plaie non cicatrisée. Le public percevait la contrition, mais les initiés connaissaient la vérité. La crise n'était pas terminée. Elle était simplement entrée dans une nouvelle phase où chaque pas serait jugé, chaque symbole décortiqué et chaque geste évalué en fonction de sa sincérité. La monarchie avait déjà traversé des tempêtes, mais jamais dans un monde aussi interconnecté et impitoyable. Le sommet de Windsor a peut-être évité un effondrement immédiat, mais il a laissé sans réponse la question centrale. Une monarchie fondée sur des symboles pouvait-elle survivre, alors que les symboles eux-mêmes étaient devenus la source de sa plus grande vulnérabilité? Les répercussions du scandale se sont fait sentir longtemps après le sommet de Windsor. Si la famille royale présentait une image d'unité soigneusement mise en scène, la réalité était celle du malaise et de la suspicion. Les moindres faits et gestes de Camilla étaient scrutés par la presse, décortiqués par les commentateurs et jugés par un public à bout de patience. Pour la monarchie, la crise d'un incident isolé s'était transformée en un test permanent de résilience. La question n'était plus de savoir si la reine consort avait commis une erreur, mais si l'institution elle-même pouvait résister à l'érosion de la confiance.
Dans les semaines qui ont suivi, les journaux ont publié d'incessantes spéculations sur la position de Camilla. Les sondages d'opinion ont révélé un net déclin du soutien public à la monarchie, notamment parmi les jeunes générations, qui remettaient déjà en question sa pertinence. Les commentateurs du Guardian et de DW ont souligné que le scandale avait accentué un fossé générationnel, les Britanniques, plus âgés s'accrochant à la tradition, tandis que les plus jeunes exigeaient des comptes. Le rôle symbolique de la monarchie en tant que présence unificatrice s'est affaibli, sa capacité à incarner la continuité étant remise en question. Charles subissait une pression incessante. Son emploi du temps était réduit, ses visites officielles éclipsées par des questions pointues sur la loyauté de son épouse. En privé, ses conseillers réclamaient une action décisive, certains recommandant que Camilla soit écartée de ses fonctions publiques pour protéger le trône. Pourtant, Charles résista à ces mesures, refusant d'abandonner la femme aux côtés de laquelle il s'était battu si longtemps. Cette réticence, cependant, alimenta les critiques selon lesquelles il privilégiait la loyauté personnelle au devoir national. Chaque jour d'hésitation minait son autorité, le dépeignant comme indécis à un moment où la clarté était essentielle. Anne continua son rôle de gardienne. Sa vigilance devint une présence constante, signalant au public que tous les membres de la maison royale n'étaient pas complaisants. Lors des cérémonies d'État, elle se tenait près de son frère, la posture rigide, le regard fixe. Les analystes de Reuters observèrent que le calme absolu d'Anne était devenu une source de réconfort pour beaucoup, rappelant que certains membres de la famille incarnaient la discipline attendue de la royauté. Pourtant, sa détermination soulignait aussi les divisions au sein du palais. La monarchie projetait l'unité, mais en son sein, la méfiance subsistait. Au-delà de la Grande-Bretagne, la crise a pris une dimension internationale. Al Jazeera et Reuters ont rapporté que les mouvements nationalistes de toute l'Europe ont cité l'affaire Camilla, comme la preuve que les monarchies perdaient leur sens moral. En Écosse, les dirigeants séparatistes ont capitalisé sur le symbolisme, utilisant le scandale pour renforcer les appels à l'indépendance. À Édimbourg, des manifestations ont été ornées de pancartes ornées de plumes, transformant l'accessoire en emblème de ralliement. Pour les séparatistes, la controverse était un cadeau, un récit mêlant scandale royal et cause politique. Pour la monarchie, c'était un scénario cauchemardesque où le symbolisme autrefois destiné à unifier était instrumentalisé contre elle. L'isolement de Camilla s'accentua. Autrefois entourée de conseillers loyaux, elle se trouva abandonnée par beaucoup, craignant d'être associée au scandale. Ses apparitions devinrent rares et discrètes, sa tenue volontairement simple, ses expressions prudentes. Pourtant, aucun de ses gestes ne rétablit la confiance. La femme dynamique, entrée dans la famille royale déterminée à imposer le respect, avait été réduite à une figure entachée de suspicion. Ses tentatives de contrition, bien que parfois sincères, ne purent effacer les dégâts. Pour beaucoup, elle incarnait la fragilité de la monarchie à l'ère du numérique, où une seule image pouvait anéantir des décennies d'efforts. À l'intérieur du palais, la tension s'intensifiait, se transformant en un malaise permanent. Les repas se dégustaient en silence, les couloirs étaient emplis de murmures, et même les cérémonies étaient teintées de suspicion. Pour Charles, la tension était immense. Son règne encore balbutiant était déjà marqué par le scandale. Là où il espérait diriger avec dignité, il luttait désormais pour préserver sa survie. Le roi, qui cherchait autrefois à moderniser la monarchie, se retrouva pris au piège du plus vieux défi de tout le conflit entre amour et devoir. Anne, bien que résolue, n'était pas à l'abri du doute. Elle était consciente du prix personnel de sa détermination. En insistant sur la question, elle avait creusé les divisions au sein de la famille. Mais elle savait aussi que sans vigilance, la monarchie risquait de s'effondrer. Son rôle devint celui d'une gardienne réticente portant le fardeau de la suspicion afin que son frère puisse conserver une certaine autorité. C'était un rôle solitaire mais qu'elle considérait comme essentiel. Le contexte plus large des défis auxquels la Grande-Bretagne était confrontée a intensifié la crise. La hausse du coût de la vie, les débats sur l'identité nationale et l'incertitude géopolitique ont tous intensifié l'attention publique portée à la monarchie. Les commentateurs de la BBC et de la DW ont soutenu que ce scandale symbolisait plus que l'erreur d'une femme, il symbolisait la lutte de la monarchie pour s'adapter au monde moderne. Si une institution fondée sur le rituel ne pouvait préserver ses symboles, comment pourrait-elle préserver son avenir ? La crise est devenue la métaphore d'une nation aux prises avec ses propres divisions. Lorsque la tempête initiale s'apaisa, la monarchie ne s'était pas effondrée, mais elle était affaiblie. Camille conserva son titre de reine consort, mais son rôle s'était amoindri. Charles continua de régner, mais son autorité était ébranlée. Anne resta vigilante, sa réputation renforcée, mais ses relations tendues. La monarchie résista comme elle avait traversé d'innombrables crises auparavant, mais le prix à payer fut évident. Une fois brisée, la confiance ne se rétablit pas facilement, et chaque apparition, chaque geste, chaque symbole serait désormais perçu avec suspicion.
Le scandale de la robe bleu canard et du chapeau à plumes restera dans les mémoires non seulement comme un faux pas vestimentaire, mais aussi comme un moment révélateur de la vulnérabilité de la monarchie à une époque de surveillance constante. Il nous a rappelé que la survie dépend non seulement de la tradition, mais aussi de la crédibilité. La capacité de la monarchie à reconstruire cette crédibilité demeure incertaine, mais une vérité s'impose. La couronne ne suscite plus une loyauté inconditionnelle et son avenir repose sur sa capacité à traverser des tempêtes que les cérémonies seules ne